C'est une évidence que la crise actuelle sanitaire et économique de la Covid-19 est aussi une crise pour l'enseignement supérieur qui était très internationalisé et qui donc doit se reconfigurer dans sa pédagogie et aussi dans sa recherche d'ailleurs avec cette nouvelle donne des confinements et des isolements que nous connaissons. C'est une façon aussi de revisiter ses services auprès des étudiants et certaines écoles commencent à avoir des innovations qui sont peut-être tout à fait intéressantes à observer. C'est la question que je vais poser à Benjamin Stevenin, CEO de Academ et qui accompagne de nombreuses écoles à l'international dans leur gestion de données au service du processus qualité. Benjamin Stevenin, merci d'être là. Bonjour Isabelle Barthes. Donc, la Covid-19, crise sanitaire, qui interdit aux étudiants bien souvent l'accès aux locaux, qui interdit les grands mouvements internationaux que nous connaissons, l'expérience internationale, qui interdit aussi aux enseignants d'être en présentiel. Et donc, il faut en faire quelque chose. Alors, on a dans l'urgence géré la transposition. Et maintenant, on commence à réfléchir plus profondément, puisque la crise est là pour durer, et que c'est peut-être l'occasion, comme toute crise, d'opportunités et d'innovation. Alors, vous êtes un observateur de beaucoup de choses de façon internationale. Qu'est-ce que vous avez pu voir qui vous a interpellé ? Je pense que beaucoup d'écoles, comme vous le disiez, sont arrivées dans la crise ne sachant pas trop quoi faire. Donc, à part quelques écoles qui étaient déjà très digitales, ont pu faire un passage assez smooth sur le monde en ligne. Beaucoup d'écoles ont poussé du Zoom ou du Teams à outrance. Et continuent. Et donc, les élèves se sont retrouvés à faire 8-9 heures de Zoom. Bon, 8-9 heures de Zoom, c'est lourd. Surtout quand il faut essayer de comprendre, d'apprendre. L'enseignement supérieur est quelque chose où il fallait vraiment avoir un contact direct entre les élèves, un contact entre les enseignants et les élèves. Donc, beaucoup de choses ont évolué. Ce qu'on peut voir, c'est que dans les derniers mois, beaucoup d'écoles ont innové. Je pense que pour moi, en France, une école qui a énormément innové, c'est Neoma, avec leur campus virtuel, qui est pour moi vraiment génial. Si j'étais étudiant, je serais ravi d'être dans ce campus virtuel, de pouvoir rentrer, de voir des gens. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être dans un jeu vidéo. Donc ils ont beaucoup travaillé l'immersion. Hein. Je crois Tout à fait. J'avais vu ce qu'ils faisaient déjà un petit peu de façon plus par briques, mais donc c'est l'immersion en fait. Tout à fait. Voilà. Donc ça, je trouve ça vraiment très intéressant. On voit aussi ce qui s'est passé avec par exemple, Centrale Supélec qui avait créé un système pour comptabiliser le nombre de personnes dans leurs locaux, pour rassurer les gens, pour leur dire aussi on ne peut pas être plus que X dans les locaux, donc de vérifier qu'on a le bon nombre de personnes et qu'on n'est pas trop nombreux pour respecter les règles barrières et donc avoir la sécurité sanitaire. La fameuse jauge. Après ça, beaucoup d'écoles se sont posé des questions. Et si on regarde à l'international, on peut voir que des écoles se sont rendues compte, par exemple Oxford, que de travailler sur le même nombre d'étudiants, ils ont je crois des cohortes de 60 étudiants. Et ce qu'ils font aujourd'hui, c'est qu'ils vont avoir 20 étudiants sur le campus, 40 étudiants en ligne, et ces 20 vont alterner le lundi, le mardi, le mercredi. Ils se sont rendus compte qu'ils revenaient à l'essentiel. Et de dire, c'est quand même beaucoup plus agréable d'avoir que 20 étudiants, de pouvoir faire des échanges avec les enseignants-chercheurs. Et donc, ils sont en train de se rendre compte que ça leur sert à quelque chose et que vraiment, la modalité pédagogique va peut-être évoluer dans ce sens-là pour le futur et de dire, on va peut-être faire, à la place d'avoir 20 séances, on aura 8 séances en présentiel, 5 séances en Zoom, on va utiliser après ça d'autres méthodes pédagogiques, donc les méthodes pédagogiques sont en train d'évoluer, et donc ça c'est aussi quelque chose de très intéressant à regarder, parce qu'on ne sait pas, il y en a tellement qui sont en train d'être créés en ce moment, à voir lesquels vont rester, lesquels ne vont pas rester, mais je pense que les écoles vont continuer à avancer et créer de nouvelles typologie Et je crois que vous m'avez parlé d'une étude que vous menez actuellement avec une école sur justement des écosystèmes un peu différents, une notion d'écosystème plus que véritablement de business model. Alors, on est en train de regarder avec une école en Allemagne et une école en Espagne, et on se focalise surtout sur les écosystèmes d'enseignants. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, la crise va faire que les écoles vont peut-être réfléchir différemment autour des profs et la façon dont ils vont gérer les profs. Parce qu'un prof permanent
coûte cher, donc c'est un vrai budget. Oui. Pour les écoles, c'est la plus grosse partie de leur budget, c'est quand même le RH et l'enseignant-chercheur, qui est le cœur de l'établissement, parce que c'est le cœur de la recherche, c'est le cœur de la pédagogie, de l'enseignement, donc c'est vraiment... Le non substituable Tout à d'une fait. institution. Et donc de réfléchir à des écosystèmes, et donc d'utiliser de plus en plus des intervenants qui vont venir pour un besoin bien précis, d'utiliser des vacataires pour de la recherche, de réfléchir à créer ces groupements d'écoles pour, après ça, pouvoir faire de la recherche, non pas juste pour une école, mais pour un groupement d'écoles. Donc de réfléchir en termes d'écosystème autour de l'enseignant-chercheur, plutôt que d'avoir un enseignant qui soit dédié à une institution, de réfléchir le modèle. Et donc c'est ça qu'on est en train d'analyser. Et est-ce que ça ne met pas en cause les fameux taux de professeurs permanents qu'exigent les accréditations? Ça bouge aussi de ce côté-là? Les Américains l'ont fait évoluer parce que la ACSB est passée d'un taux de 60% de professeurs SA à 40%. Donc on a déjà un pas dans cette direction. Les accréditeurs nationaux n'ont pas changé, et je ne pense pas que ça va changer. Par contre, ce qu'on peut regarder aussi, et ça c'est quelque chose qui est innovant, c'est que des accréditeurs nationaux, comme par exemple en Hollande, dans les Émirats arabes unis, sont en train de faire des processus communs d'accréditation avec la ACSB. Donc une école qui est accréditée nationalement et qui est accréditée par la ACSB, s'ils font le processus à ACSB, ça remplit déjà 60 à 70% de leurs problèmes d'accréditation nationale. Après ça, il y a des spécificités nationales qui vont jouer, donc il va quand même falloir faire un processus localement, mais les accréditeurs sont en train d'avancer main dans la main aussi, dans certaines parties du monde, pour aller Mais est-ce vers que les processus l'innovation et la rupture ne peut pas venir des étudiants qui vont Netflixiser, je dirais, l'enseignement en allant chercher des enseignements, peut-être pas uniquement dans une seule institution? Alors, on en parle avec France Compétences, parce qu'on parle de compétences et d'acquis. Est-ce que les compétences et les acquis vont changer les diplômes? Personnellement, je pense que oui. Après ça, la réalité va être peut-être différente, mais moi, je pense que de plus en plus, les étudiants vont venir chercher une compétence ou une autre. Par contre, pour parler de uberisation de l'enseignement supérieur, quand on regarde les études qui sont parues récemment, il y avait une tribu d'un étudiant d'HEC qui parlait du fait que pour lui, d'être en distanciel, il n'avait pas eu la vraie expérience HEC. Donc je pense que pour beaucoup d'étudiants, la vraie expérience, c'est une partie l'enseignement, mais c'est tous les à côté. Et qui n'existe pas pour le moment, hein, c'est ça aussi le problème. Tout à fait. Mais c'est aussi ce qui avait fait reculer sur les MOOC à un moment donné, puisqu'on n'avait plus les alumni avec tout ce qui pouvait se passer. Ça, mais aussi c'était la qualité. C'est-à-dire que quand on parle de MOOC, est-ce que le digital a la même qualité que le présentiel? Pour beaucoup de gens, le digital n'a pas le même niveau de qualité que le présentiel. Ça peut être le même prof qui fait le même cours, mais vous n'êtes pas dans la salle, vous ne sentez pas l'air, vous n'avez pas le mouvement devant vous, donc vous avez l'impression que vous avez moins que la personne qui est dans la salle. C'est peut-être aussi quelque chose qui va changer dans la culture et dans la façon d'analyser les choses pour que les gens puissent se rendre compte qu'en ligne, c'est tout aussi bien qu'en salle de cours. Enfin, en tout cas, c'est des sources d'innovation et on va espérer qu'il y en aura beaucoup d'ici les mois qui viennent. Merci Benjamin Stévenin. Merci Isabelle Bar.